Imagine Tokyo la nuit. Les lumières des néons colorent les rues. La pluie tombe doucement et le sol brille sous les lampadaires. Et là, un homme marche seul, costume noir, bien repassé, chemise blanche impeccable. Mais sous sa chemise, on devine des tatouages immenses comme une armure qui recouvre son corps. Et là, d'un coup, il s'arrête, en silence. Puis le bruit sec d'un couteau qu'on dégaine. Bienvenue dans le monde des Yakuza. Un monde où la loyauté n'est pas une option mais une règle de vie. Un monde où pour montrer sa fidélité, on peut être obligé de couper un doigt. Un monde où tout tourne autour du respect, de la peur et parfois de la mort. Mais d'où viennent-ils exactement? Comment cette organisation a-t-elle traversé des siècles pour devenir l'une des mafias les plus connues au monde? Pour comprendre les amis, il faut remonter le temps. On est au Japon il y a plusieurs siècles. À cette époque, les seigneurs de guerre et les samouraïs dominent le pays. Les plus riches dominent les terres, les plus puissants portent des sabres. Mais dans l'ombre, loin des grandes batailles, deux groupes de gens ordinaires commencent à créer leur propre univers. D'un côté, il y a ceux qu'on appelle les tekiya. Ce sont des vendeurs ambulants. Ils vendent des objets dans les rues, sur les marchés, pendant les festivals. Mais ces vendeurs n'étaient pas toujours honnêtes. Certains arnaquaient, d'autres vendaient des produits de mauvaise qualité. Pour se protéger et s'imposer sur le marché, ils se sont organisés en groupes. Petit à petit, ils ont appris à contrôler des quartiers entiers, à faire payer des taxes aux autres marchands et à se défendre contre les voleurs. De l'autre côté, il y a ceux qu'on appelle les bakuto, des passionnés de jeux d'argent. Ils se retrouvaient dans des tavernes ou dans des coins cachés des villages pour jouer avec des dés ou des cartes. C'est de là que vient le mot Yakuza. Dans un jeu de cartes japonais appelé Oishoshabu, la pire main possible est un 8, un 9 et un 3. Et ce 8, 9, 3 se prononce Yakuza. Dans le jeu de cartes en question, cette combinaison de 8, 9, 3 ne vaut rien, elle est inutile. Et pour vous dire, c'est devenu une insulte. Yakuza, ça voulait dire au départ bon à rien, perdant, loser. Mais au fil du temps, ceux qu'on appelait ainsi ont choisi de garder ce mot comme symbole. Ils étaient vus comme des exclus de la société, mais ils allaient prouver qu'ils pouvaient devenir puissants. Certains disent aussi que les premiers Yakuza venaient des kabuki mono. C'étaient des anciens samouraïs sans maître, des hommes bizarres, violents et qui aimaient provoquer. On les reconnaissait parce qu'ils portaient des vêtements voyants, parlaient fort et se battaient pour un rien. D'autres pensaient qu'ils descendaient des machioko, des sortes de protecteurs de quartier. Ces hommes disaient défendre les pauvres contre les riches et les bandits. Un peu comme des héros de rue mais qui utilisaient la violence pour se faire respecter. En réalité, les Yakuza sont peut-être un mélange de tout ça. Des vendeurs, des joueurs, des anciens samouraïs perdus, des protecteurs, des gens rejetés par le système qui ont décidé de créer le leur. Et c'est là qu'apparaît l'idée la plus importante pour comprendre les Yakuza, la famille. Mais pas la famille en sens classique, non. Chez eux, la famille se construit à travers une relation très spéciale, celle du Loyabun et du Kobun. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça encore? Eh ben les amis, Loyabun, c'est le chef comme un père. Le Kobun, c'est le membre comme un fils. Le Kobun, c'est-à-dire le membre, doit une obéissance totale au chef. En échange, le chef le protège, lui donne du travail et prend soin de lui. C'est un pacte qui lie les deux hommes plus fortement que les liens de sang. Et ce système va devenir la base de toute l'organisation Yakuza. Voilà comment tout a commencé. Des vendeurs, des joueurs, des exclus qui sont regroupés pour survivre. Et qui, avec le temps, ont inventé un système qui allait devenir une véritable mafia. Maintenant que les Yakuza existent, ils doivent se distinguer. Ils doivent montrer au monde qu'ils ne sont pas des simples voleurs ou des joueurs de rue, mais une organisation à part entière. Et c'est là qu'apparaissent leurs symboles les plus connus. Les tatouages Yakuza, appelés Irezumi, ne sont pas de simples dessins. Ce sont des fresques gigantesques qui couvrent tout le corps. Le dos, la poitrine, les bras, parfois même les jambes. Ces tatouages sont faits à la main, à l'ancienne, avec des aiguilles de bambou ou de métal. Un travail qui prend des années et qui fait un mal fou. Ces tatouages racontent une histoire. On y trouve des dragons, des tigres, des vagues, des samouraïs, des démons. Chaque symbole a un sens. Un dragon par exemple représente la force et la protection. Un tigre le courage et la puissance. Une carte koi la persévérance et la capacité à vaincre les épreuves. Mais il y a aussi une autre signification. Les tatouages marquent le rejet de la société, car au Japon, depuis des siècles, les tatouages sont associés aux criminels ou marginaux. S'en couvrir, c'est accepter de ne plus jamais se cacher. C'est dire au monde, je suis Yakuza, j'ai choisi ma voie. Imagine un homme torse nu assis dans un bain public japonais.
Autour de lui, les autres baigneurs s'écartent en silence. Rien qu'à ses tatouages, tout le monde comprend. Mais les tatouages ne suffisent pas. Être Yakuza, c'est avant tout faire partie d'une famille. Et pour ça, il existe un rituel sacré, le Sakazuki. C'est une cérémonie où le chef, l'Oyabun, et son disciple, le Kobun, boivent ensemble du saké dans de petites coupes. Le chef boit une grande gorgée et le disciple une plus petite. Et ce geste-là symbolise leur pacte éternel. À partir de ce moment-là, le Kobun devient comme un fils. Et l'Oyabun devient son père spirituel. Ce n'est plus une simple relation de travail, non. C'est un engagement de loyauté à vie. Mais comme vous vous en doutez, dans une organisation aussi stricte, les erreurs ne sont pas pardonnées facilement. Lorsqu'un Yakuza désobéit, échoue dans une mission ou met en danger sa famille, il doit payer le prix. Et ce prix, c'est souvent son propre doigt. On appelle ça le Yubitsume. Le fautif prend un couteau, pose son doigt sur une planche et le coupe. Ensuite, il emballe le doigt coupé dans un tissu et l'offre à son chef comme preuve de regret. Et vous allez me demander pourquoi le petit doigt? Parce qu'en perdant ce doigt, la main devient plus faible pour manier un sabre. Autrement dit, un homme qui a coupé plusieurs doigts devient dépendant de ses supérieurs pour survivre et se défendre. Vous comprenez maintenant la logique? En fait, c'est une manière de rappeler que sa loyauté doit rester totale. C'est un rituel brutal, choquant, mais qui existe encore aujourd'hui dans certains cas. À l'intérieur d'un clan Yakuza, tout est organisé comme une armée. Tout en haut, il y a le Kumicho, le grand chef. Sous lui, les lieutenants puis les capitaines, puis les simples membres. Chacun a une place précise et chacun doit un respect absolu à son supérieur. Cette hiérarchie, combinée au rituel et au tatouage, transforme le Yakuza en bien plus qu'un simple criminel. C'est un homme qui vit selon un code, accepte la douleur et le rejet pour appartenir à une famille. Mais ce n'est qu'un début, car après la famille, après les rituels, vient le pouvoir. Et c'est dans les années qui suivent après la Seconde Guerre mondiale que les Yakuza vont devenir bien plus qu'un groupe marginal. Ils vont s'imposer comme une force qui contrôle des villes tout entières. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. Le Japon est à genoux, les villes sont détruites, l'économie s'effondre, la population survit comme elle peut, et dans ce chaos, une nouvelle ère commence pour les Yakuza. En 1945, après la capitulation, les Américains occupent le Japon. La nourriture manque, les biens de consommation aussi. Alors, un marché parallèle explose, le marché noir. Et qui contrôle ces trafics? Les Yakuza. Ils font passer des cigarettes, de l'alcool, du riz, tout ce que les gens ne trouvent plus légalement. Dans un pays ruiné, ils deviennent indispensables. Les Yakuza sont plus seulement des voyous, ils sont les rois du commerce clandestin. Dans les années 1950-1960, le Japon se reconstruit. Les gratte-ciel apparaissent, l'économie explose et les Yakuza surfent sur cette vague. Ils investissent dans les bâtiments, dans les boîtes de nuit, dans la prostitution, dans les paris illégaux. Ils rackettent des entreprises, prêtent de l'argent à des taux impossibles et surtout, ils étendent leur influence jusqu'à dans la politique. Des témoignages disent que certains hommes politiques japonais ont travaillé main dans la main avec les Yakuza, acceptant leur argent pour financer des campagnes. Les Yakuza, eux, profitant en retour d'une certaine protection. C'est aussi l'époque où naissent les grands clans, ceux dont on entend encore parler aujourd'hui. Le plus célèbre, les Yamaguchi-gumi, fondés au début du XXe siècle, il devient dans les années 60-70 la plus grande organisation criminelle du Japon. À son apogée, il compte plus de 40 000 membres. À Tokyo, d'autres clans dominent, le Sumiyoshike et l'Anagawake. Chacun contrôle ses quartiers, ses affaires, ses hommes. Et ensemble, ils transforment les Yakuza en une véritable mafia nationale. Mais cette puissance a un prix. Les années 60-70 sont marquées par des affrontements sanglants de groupes rivaux. Les règlements de compte éclatent dans les rues, des fusillades, des attaques au sabre, des incendies criminels. Les journaux japonais de l'époque parlent d'une guerre civile invisible. Et pourtant, malgré cette violence, beaucoup de Japonais voient les Yakuza comme une présence presque nécessaire. Vous allez me demander, mais pourquoi? Tout simplement parce que les Yakuza ne se contentent pas de s'aimer la peur. Non! Ils distribuent aussi de l'argent aux pauvres, aident la population lors des catastrophes naturelles et protègent certains quartiers contre les voleurs. Après le tremblement de terre en 1995 à Kobe par exemple, ce sont des groupes Yakuza qui ont distribué de la nourriture et de l'eau plus rapidement que les secours officiels. C'est ce paradoxe qui les rend fascinants. Ils sont à la fois des criminels impitoyables et des figures respectées dans certains milieux. Dans les années 70-80, le cinéma s'empare de leur légende. Des dizaines de films racontent leur guerre, leur code d'honneur, leur trahison. Le Yakuza devient une icône culturelle, un personnage à part entière dans l'imaginaire japonais. Leur style vestimentaire, costume noir, chemise blanche, lunettes fumées, devient reconnaissable entre mille. Leur image se mélange à celle des samouraïs modernes. Des hommes de l'ombre liés par l'honneur, mais baignés dans le crime. Mais sans surprise les amis, rien n'est éternel. Car si les années 50-80 marquent l'âge d'or des Yakuza, la suite sera bien plus compliquée.
À partir des années 90, le gouvernement japonais décide de les attaquer en plein fouet et ce sera le début du déclin. Après des décennies de puissance, les Yakuza se croyaient intouchables. Ils contrôlaient des quartiers entiers, influençaient des politiciens et même l'économie semblait leur appartenir. Mais dans les années 90, le vent tourne. En 1992, le gouvernement japonais adopte une loi historique, la loi anti-gang. Pour la première fois, être membre d'un clan Yakuza devient un danger légal. Les banques n'ont plus le droit de les prêter de l'argent, les entreprises qui collaborent avec eux risquent de lourdes sanctions, et même les citoyens ordinaires sont encouragés à signaler toute activité liée au Yakuza. En gros, l'État motive les citoyens à être des balances. Cette loi est un coup de tonnerre. Du jour au lendemain, les Yakuza perdent leur statut officiel. Avant, ils avaient pignon sur rue, affichaient leur bureau avec leur nom sur la porte. Après 1992, ils doivent se cacher et disparaître dans l'ombre. Les conséquences sont énormes. Dans les années 60-70, les Yakuza comptaient plus de 180 000 membres. Aujourd'hui, ils sont moins de 25 000. C'est une chute vertigineuse. De nombreux clans disparaissent, d'autres éclatent en petites factions rivales, incapables de survivre sans argent ni protection. Les guerres de clans, toujours présentes, deviennent de plus en plus destructrices. Et comme si ça ne suffisait pas, les années 1990 marquent aussi la fin des miracles économiques japonais. La bulle spéculative éclate, les banques s'effondrent, les entreprises sont en faillite, même les Yakuza qui s'étaient enrichis grâce à l'immobilier et la finance, et bah même eux ils perdent énormément. Leur image change dans les yeux des Japonais. Comme on a pu le voir tout à l'heure, avant les gens les voyaient comme les chevaliers de l'ombre, violents mais utiles. Mais désormais, ils apparaissent comme des parasites, responsables de la crise et de la misère. Comme quoi, chaque bonne chose a une fin. Au fil des années 2000, la société japonaise rejette de plus en plus les Yakuza. Les tatouages autrefois signes d'honneur deviennent un stigmate. Dans les bains publics, dans les piscines, dans les salles de sport, les panneaux interdits aux tatoués se multiplient. Un moyen clair d'exclure les Yakuza de la vie quotidienne. Et pour vous dire, même leur famille souffre. Les enfants de Yakuza sont discriminés à l'école. Certains ne trouvent pas du travail simplement à cause du nom de leur père. Pour la première fois depuis des siècles, les Yakuza ne font plus peur. Ils font honte. Mais attention, les Yakuza ne disparaissent pas. Beaucoup abandonnent la rue pour se tourner vers des affaires plus discrètes. Cybercriminalité, trafic international, escroquerie financière. Ils deviennent moins visibles mais toujours présents. Ce n'est plus la mafia des années 70 avec des tatouages et des sabres. C'est juste une mafia plus froide, plus moderne, cachée derrière des ordinateurs et des sociétés écrans. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui les Yakuza ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils étaient avant. Fini les grands bureaux avec leur nom affiché à l'entrée. Fini les défilés en costume noir dans les rues de Tokyo. Leur tatouage qui était autrefois symbole de fierté est devenu un fardeau. Et ce fardeau, comme on l'a vu tout à l'heure, les empêche de rentrer dans des bains publics ou même de trouver du travail. Et pourtant, malgré leur déclin, les Yakuza fascinent toujours. Raison pour laquelle d'ailleurs j'ai fait cette vidéo pour vous parler d'eux. Dans le cinéma, on parle toujours d'eux, dans les mangas, dans les jeux vidéo. Leur image est partout. Alors, que retenir de cette histoire? Ce qu'il faut retenir de cette histoire, les amis, c'est que les Yakuza ne sont pas de simples criminels. Ils sont le produit de l'histoire du Japon, nés des marges de la société, devenus une mafia toute puissante, puis affaiblis au 21e siècle. Ils incarnent un paradoxe, des criminels violents mais aussi figures d'honneur et de loyauté. Des hommes rejetés par la société mais qui ont créé leur propre monde avec ses règles et ses symboles. Aujourd'hui, leur pouvoir s'est effondré mais leur légende reste intacte. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on raconte des histoires fascinantes sur des faits réels. On parle également de science, de nature, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!